Alors que beaucoup partout cherchent à diagnostiquer Donald Trump et Vladimir Poutine sans les avoir jamais rencontrés, que d'autres expliquent la dissolution de l'Assemblée nationale de juillet dernier en recourant à des arguments psychanalytiques, psychologiques ou psychiatriques, une question ce soir: est-il pertinent de mobiliser des concepts appartenant au champ de la santé mentale pour mieux connaître et comprendre nos dirigeants? Quels problèmes déontologiques cette approche suscite-t-elle? Que peut-elle nous apporter et nous apprendre? Pour en débattre, trois invités ce soir. Serge Effès, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes psychiatre et psychanalyste, vous êtes l'auteur notamment d'un ouvrage qui est apparu en 2008, c'était déjà il y a quelques années, il est intitulé La sarcose obsessionnelle, c'était aux éditions Hachette. Avec nous également et à distance, Patrick Lemoine, bonsoir. Vous êtes psychiatre et écrivain, vous êtes l'auteur de cet ouvrage intitulé La santé psychique de ceux qui ont fait le monde, c'était chez Odile Jacob en 2019. Et avec nous également Patrick Veil, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, directeur de recherche émérite au CNRS, vous êtes professeur à l'université de Yale et l'auteur de cet ouvrage intitulé Un fou à la Maison Blanche. C'était chez Odile Jacob et c'est paru en 2024. Cela paraît fou, c'est fou en effet. Encore faut-il saisir de quelle folie il y va. Une folie narcissique assurément, mais pas celle qu'on pourrait croire. Une folie narcissique que colmate efficacement une perversité accomplie et qui, en conséquence, rejaillit sur tout un peuple. Et une folie, comme toute folie, qui ne fait pas irruption dans la tête d'un individu sans histoire, mais porte la marque de ses relations et de son inscription dans divers processus. Si la folie isole, les fous ne le sont jamais qu'en relation. Disons-le donc d'emblée, le macronisme est un délire individuel qui s'était sur des dynamiques sociales historiques, lesquelles, du coup, et pour autant qu'on sache s'affranchir des fausses oppositions conceptuelles, deviennent compréhensibles. Ce que je veux dire, c'est que vous rendez compréhensibles des choses qu'on pressentait, qu'on sentait, et que quand on dit qu'à la tête de l'État, on a un énorme, un gigantesque, un terrible pervers narcissique, ça peut sembler étrange comme accusation, mais elle est parfaitement étayée par votre livre. Le journaliste Denis Robert, il avait invité le sociologue Marc Joly dans cette émission intitulée Le souffle de l'info. Il avait reçu ce sociologue pour un ouvrage intitulé La pensée perverse au pouvoir. Est-ce que l'on peut dire, Serge Effès, que la mobilisation de ce type de concept est utile pour comprendre nos responsables politiques, le politique en général et leurs décisions en particulier? Certainement pas, et je trouve même que ça représente un danger. Il y a une inflation du concept de perversion narcissique aujourd'hui. Tout le monde peut se traiter de pervers narcissique. D'ailleurs, je peux même vous raconter une anecdote. Quand le concept est devenu un petit peu à la mode, j'avais tous les jours des dizaines de femmes qui me téléphonaient pour me dire, vous savez, j'ai découvert que mon mari est pervers narcissique et j'aimerais bien vous l'amener pour que vous puissiez le soigner. C'est-à-dire que ce que ça traduit plutôt, c'est que il y a effectivement un changement de société, il y a un changement de paradigme, qu'on est passé d'une société où les individus étaient bien davantage soumis, disons, aux contraintes extérieures, aux règles extérieures, et qu'ils sont devenus aujourd'hui plus les entrepreneurs d'eux-mêmes, et qu'on les y encourage, et qu'on élève les enfants davantage pour se soucier d'eux-mêmes, pour comprendre qui ils sont, pour savoir quels sont les rouages de leurs actions, et que notre société est devenue narcissique. Christopher Lasch, déjà, il y a 30 ans, l'écrivait très largement. La perversion narcissique ne concerne qu'un tout petit nombre de personnes qui sont des manipulateurs pathologiques, qui sont des gens qui commettent des actes absolument innommables. Monsieur Mazan est sans doute un des mieux placés. Dominique Polico, Monsieur Mazan, pardon, Monsieur Pellico, dans excusez-moi, dans l'affaire Mazan. Est certainement là pour nous montrer ce type de tableau, mais on n'en est pas là pour l'ensemble de nos dirigeants politiques, loin de là. Par contre, les inflations narcissiques, le fait de se soucier de soi-même, le fait de se sentir le plus beau, le fait de vouloir démontrer qu'on est le plus fort, le fait d'utiliser la séduction comme une arme de guerre, comme le fait par exemple Macron, on n'est pas dans la psychiatrie, on est dans ce que sont les relations sociales aujourd'hui. Patrick Lemoine, est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse, avec cette réaction? Vous-même, vous avez utilisé des concepts issus, alors c'est vague, mais du champ de la santé mentale, en particulier de la psychiatrie, pour tenter de comprendre les personnalités, notamment d'Hitler ou de Churchill.
Parce que pour les psychiatres, cette notion de perversion narcissique est un peu absurde, ça existe dans aucune classification. C'est un concept, on va dire, plus grand public ou journalistique que psychiatrique. Tous les hommes politiques sont narcissiques. S'ils n'étaient pas narcissiques, ils ne chercheraient pas le pouvoir. Ils sont tous accros au pouvoir. En revanche, la perversion, c'est le fait de vouloir faire porter à l'autre sa propre culpabilité. Vous voyez, je suis expert. Le pervers, il dit, je t'ai violé, c'est de ta faute, tu l'as bien cherché. Ça, c'est la vraie perversion. En revanche, je crois que, en ce qui concerne les politiques qui sont au pouvoir, puisqu'effectivement j'ai travaillé sur Hitler, sur Staline, sur Pol Pot, sur Mao, c'était des grands fous. Et c'était des grands psychotiques avec un délire. Et là, on est dans un autre champ. C'est pour ça que j'ai envie de dire que, comme il y a une commission pour la transparence de la vie publique, j'appelle à une commission pour la transparence de la vie psychiatrique. Je plaisante, rassurez-vous, mais il me semble Ça que va soulever quelques questions vous déontologiques, savez que effectivement. je suis pas sûr justement, parce que vous voyez, les juges, avant d'avoir le droit de siéger au tribunal, ils passent devant un psychiatre pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème. Les pilotes d'avion, de ligne, ils passent aussi devant des psychiatres. C'est-à-dire que les grands responsables vitaux passent devant des psychiatres pour éliminer un trouble bipolaire, par exemple, qui fait que les gens pètent les plombs du jour au lendemain, comme ce fameux pilote d'avion qui a foncé avec toute sa cargaison, tous les gens dans une montagne. Il était bipolaire, il a fait un épisode mélancolique, il a fait un suicide altruiste. Là, bon, les psychiatres n'ont pas bien fait le diagnostic, ou du moins, ils ne les a pas écoutés. Donc, on pourrait me dire, effectivement, si avant de briguer un grand mandat comme président ou même député, on passait devant un psychiatre pour être sûr qu'on est bon pour le service, ça pose des problèmes déontologiques parce que la démocratie va dire oui, mais attention, c'est pas les psychiatres qui vont faire la démocratie. Mais je pense que si on avait pu éviter Hitler ou Pol Pot, ça n'aurait pas été une mauvaise idée. Vous voyez, actuellement, on a des députés qui sont toxicomanes, il y en a qui battent leurs femmes, il y en a qui se permettent de faire des agressions sexuelles. On a quand même des tas de problèmes psychiatriques. Moi, je pense que ce serait pas extraordinaire, et peut-être pas antidémocratique et peut-être pas antidéontologique d'avoir une espèce de commission avant d'avoir le droit de vraiment se présenter. Alors c'est un peu une plaisanterie, mais pas que. Je fais juste réagir en quelques mots, Serge Effès, sur cette proposition que vous soulevez. Soumettre chaque élu de la République à un test, allez, un test psychologique, psychiatrique. Mais le problème, c'est que les dirigeants qui sont vraiment fous sont plutôt rares. Alors effectivement, vous citez Pol Pot, vous citez Hitler, vous citez des exemples très extrêmes. Ils peuvent souffrir de troubles de la personnalité, mais ça n'a rien à voir avec des pathologies psychiatriques qui vont être expertisées, comme on le fait par exemple au tribunal, pour savoir si quelqu'un est responsable ou pas de ses actes. Quelqu'un qui a commis un crime, il a le droit effectivement d'être expertisé pour savoir s'il n'était pas l'objet d'un délire au moment où il a commis ce crime. Et là, il y a un certain nombre de critères objectifs pour pouvoir faire un diagnostic. Le problème de la plupart des dirigeants, ce sont des questions de personnalité, c'est-à-dire des questions où les limites entre le normal et le pathologique sont quand même beaucoup moins claires et beaucoup moins définies que dans les pathologies psychiatriques à proprement parler. Donc Si on est on loin est de la psychiatrie. Mais oui, si on est schizophrène, on est schizophrène. Si on est paranoïaque, on est paranoïaque. Et tout psychiatre va pouvoir le déceler extrêmement rapidement en écoutant quelqu'un. Mais ça n'est pas le cas de, encore une fois, les gens qui nous dirigent. Ils ont des questions de personnalité. Ils peuvent être, si vous voulez, une personnalité un peu méfiante peut dériver vers la paranoïa dans un certain contexte. Une personnalité narcissique peut dériver vers un comportement effectivement très perverti dans un certain contexte. Moi, ce que je verrais plutôt, c'est que notre Ve République, elle fait le lit très largement en donnant tous les pouvoirs au président du fait que cet excès de pouvoir est une pression sur une personnalité préexistante qui peut être de tel et de tel type pour effectivement dériver vers la pathologie. Mais je pense qu'on ne peut pas le diagnostiquer avant. On reviendra sur ce sujet. Patrick Veil, avant cela, vous avez fait paraître cet ouvrage intitulé Un fou à la Maison Blanche. Alors, il ne s'agit pas de l'actuel, en tout cas du prochain locataire même de la Maison Blanche. Vous nous ramenez 100 ans en arrière avec le président Wilson. Il était fou, le président Wilson ? Alors, c'est ce que, si le titre, si ça porte ce titre-là, qui vient d'ailleurs du titre américain, c'est que plusieurs de ses proches, les journalistes qui étaient à Washington en 1920, quand ils donnent l'ordre de voter contre la ratification du traité de Versailles, et qu'il fait aussi échouer le traité militaire d'assistance à la France qu'il avait signé avec le Royaume-Uni, qu'on connaît très peu, qui s'appelle le traité de garantie, qui était pour Clémenceau la clé de la sécurité de la France
en même temps que la signature du traité de Versailles. On est en 1919 hein, pour situer les choses. En début 1920, puisqu'il a eu un premier vote au Sénat américain qui a été un rejet, et ensuite, en mars 1920, il donne l'ordre de voter contre le traité. Là, plusieurs journalistes, plusieurs proches disent qu'il est complètement fou ou qu'il est déséquilibré et qu'il a, voilà, il est à un moment, c'est pas une folie permanente, c'est un moment où il prend cette décision et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que j'ai retrouvé, il y a un livre qui est sorti en 1966 aux États-Unis, en 67 en France, Portrait du président Wilson, signé par Sigmund Freud et William Bullitt, qui était contesté par les héritiers de Freud, par Anna Freud, qui disait non, mon père n'a pas participé à ce livre, etc. Et moi, j'ai trouvé le manuscrit original signé par Freud et William Bullitt à la fin de chaque chapitre dans les archives de l'université d'Yale en 2014. J'enseigne à Yale depuis 2008. Et en comparant le manuscrit original et le manuscrit publié, j'ai vu qu'il y avait 300 coupes, 300 corrections. Et donc, je me suis demandé comment ces deux auteurs avaient travaillé ensemble. Et ensuite, pourquoi ils n'ont pas publié en 1932, puisqu'ils avaient travaillé de 1932. Et ensuite, pourquoi Bullitt, quand il l'a publié en 1966, avait censuré. Et c'est l'objet de cette enquête qui m'a pris 8 ans au total, qui est la publication dont vous parlez. On passe là, cette fois-ci, Patrick Lemoine, dans le champ de la psychanalyse. On s'éloigne quand même assez largement de la psychiatrie, mais peut-on porter un diagnostic sur des responsables politiques sans les avoir jamais rencontrés? Ou même vous l'avez fait sur des personnalités décédées? Bien sûr, bien sûr. Vous savez, quand on regarde comment fonctionnent tous les médecins, en fait, on s'aperçoit qu'ils font leur diagnostic dans les 2 ou 3 premières minutes de la consultation, et le reste du temps sert à étayer ou infirmer le diagnostic. Alors j'ai procédé exactement de la même manière, que ce soit avec Jules César, que ce soit avec Jeanne d'Arc, en allant au feeling d'abord et ensuite en étayant le diagnostic. Mais il y a quand même, et là je suis pas d'accord avec Monsieur Eiffel, il y a quand même des pathologies majeures qui existent avec certains dirigeants. On parlait du président Wilson et je suis tout à fait d'accord, il était très malade. Mais en même temps, on a eu Deschanel, Paul Deschanel, qui au milieu de la nuit est descendu du train en pyjama, a marché le long de la rue et est allé voir le garde-barrière. Bonjour, je suis le président de la République. Et il était totalement délirant. Donc je crois qu'il y a des pathologies majeures qu'il faut diagnostiquer. Il suffit que vous tapiez actuellement sur Google en mettant bipolaire et homme politique et vous verrez tout de suite, il y en a un qui sort régulièrement. Alors je ne me permettrai pas de lui faire un diagnostic à ce monsieur, on va dire qu'il est plutôt à l'extrême gauche, parce que je ne l'ai pas examiné, qui m'a pas demandé la permission, qui m'a pas donné la permission de l'examiner. Mais imaginons qu'il soit président de la République et qu'effectivement il soit bipolaire. Eh bien, qu'est-ce qui va l'empêcher d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique? Moi, je suis pas très rassuré si j'ai un bipolaire à la tête de l'État. De même que je serais pas très rassuré si j'étais américain avec un Elon Musk et un Trump à la tête de l'État, parce que je pense que ce sont des gens qui sont quand même sévèrement perturbés. Elon Musk est plutôt, à mon avis, du côté d'un autisme type Asperger, avec aucune capacité d'empathie, comme d'ailleurs son patron, et ils font des déclarations qui me font froid dans le dos. Et je ne sais pas du tout où on va. Et là, la psychiatrie aurait peut-être son mot à dire dans ce cas-là. Autrement, je suis d'accord avec M. Efes quand il dit, effectivement, il y a des choses plus légères, moins sévères. La connexion a été coupée. Je vais vous donner la parole, Serge Géfez. En 2-3 minutes, on peut poser un diagnostic sur quelqu'un alors? Oh bah si c'est quelqu'un qui est complètement fou, oui. Si c'est quelqu'un qui délire, ça se voit effectivement au bout de 2-3 minutes. Si c'est quelqu'un qui interprète le monde à sa façon, mais d'une façon totalement distordue par rapport à ce qu'est l'ordre du monde, bien sûr, ça va se repérer. Mais toute la question, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des dirigeants qui étaient complètement fous. Il y en a eu. Je ne pense pas que ce soit une règle majeure, mais je pense que ce qui est important, c'est premièrement de différencier ce qui est de l'ordre d'une personnalité antérieure et ce que le pouvoir fait aux gens. C'est-à-dire, je pense que le pouvoir peut rendre fou, et il me semble qu'à l'heure actuelle, on voit une forme de pouvoir, particulièrement chez nous, mais aussi aux États-Unis, qui rend les gens, qui est tellement énorme dans les mains d'une seule personne, que je pense qu'elle peut distordre un petit peu leur perception. Et la deuxième chose qui me paraît beaucoup plus intéressante, c'est qu'est-ce qui fait que
les gens sont fascinés par un certain type de personnalité. Que Trump soit quelqu'un qui dérape, soit quelqu'un qui délire quasiment par moment, soit quelqu'un qui mente comme un arracheur de dents au vu et au su de toute une nation, qui soit quelqu'un d'un machisme absolument épouvantable. Enfin, il ne se cache pas. Et pourtant, il est élu. Alors, qu'est-ce qui fascine autant dans ce type de personnalité? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un tropisme du public vers ce type de personnalité? Vous mentionniez tout à l'heure le livre que j'avais écrit qui s'appelait « La Sarkozy obsessionnelle ». C'est pas du tout un livre sur la personnalité de Sarkozy, c'est un livre sur la France. Et qu'est-ce qui fait que les Français ont été autant fascinés par cet homme et par ce qu'il montrait de lui-même et de sa jouissance, de sa toute jouissance et de son ivresse du pouvoir? Ça, il y avait quelque chose de fascinant. Vous savez, j'ai écrit ce livre un jour où je me suis rendu compte, après une journée de consultation, que tous mes patients, j'avais vu à peu près 25 personnes, ils avaient tous parlé de Sarkozy. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre certaines personnalités et les personnes qui assistent au spectacle de leur démesure, et à la fascination de la démesure, qui me paraît aussi très intéressant à analyser. Vous observez la même chose avec Emmanuel Macron aujourd'hui dans vos consultations régulières? Ce n'est pas la dimension de ce qu'a été Sarkozy. C'est-à-dire qu'avec la dissolution, Macron a donné un coup sur la tête à effectivement beaucoup de gens qui ont commencé à s'interroger sur les rouages de sa pensée. C'est-à-dire, cet acte a paru tellement, je ne sais pas comment dire, démesuré, disons, aux gens qui ont assisté à ça, qu'ils ont commencé à se demander en quoi ça n'est pas lié simplement à un contexte politique qu'on était tous en train de traverser, à des histoires de partis, etc., mais à une faille chez lui. Et là, effectivement, c'est là où la psychologie ressort. On se dit, c'est plus lié au contexte, c'est lié à la façon dont cet homme est fabriqué et une espèce de faille narcissique énorme, un gouffre qui est apparu. Ça résonne là, Patrick Weil, très très fortement avec ce que vous expliquiez à propos du président Wilson, ce travail pour faire signer en 1919 le traité de Versailles, et ce travail décuplé un an plus tard pour tenter que le Congrès ne le vote pas, ce traité. Alors, c'est sûr que d'abord, Wilson vient habiter Paris pendant 6 mois. On n'a jamais vu ça, un président qui quitte les États-Unis même, vous voyez, aussi longtemps pour s'installer. Il est dans ce qu'on appelle la Maison Blanche temporaire et qui organise la sécurité du monde autour des États-Unis. Et les États-Unis auraient été au centre de la Société des Nations et au centre du traité d'assistance militaire. Et ensuite, il donne l'ordre de se retirer. Donc, si vous voulez, oui, il a une responsabilité. Si on considère qui est responsable de la Seconde Guerre mondiale, en fait, c'est ça qui a aussi fait faire ce travail par Freud, c'est qu'il avait le sentiment qu'il avait entraîné le monde dans une situation extrêmement dangereuse. Il écrit ça à la veille de l'arrivée d'Hitler au pouvoir, et d'ailleurs, lui souhaiterait que ce livre sorte le plus vite possible, et c'est parce que Bullitt est appelé par Roosevelt à devenir un grand diplomate de Roosevelt que le livre est suspendu du point de vue de sa publication. Alors, ce que je voudrais aussi dire par rapport à ce qui vient d'être dit par les deux collègues qui viennent de s'exprimer, Freud ne s'engage dans ce travail qu'après avoir demandé à Bullitt d'apporter beaucoup d'éléments de preuve, c'est-à-dire Bullitt obtient des témoignages incroyables, des archives, il consulte déjà les biographies, il ramène des témoignages qui n'ont jamais été d'ailleurs exploités par les historiens américains parce qu'ils ne sont pas allés voir les archives de Bullitt. Donc il s'est vraiment engagé avec une très grande prudence. Deuxièmement, ce qu'il trouve dans les archives, c'est quelque chose de très intéressant parce que Wilson parlait à ses proches comme on parle à un psychanalyste. Il se confiait sur ses nuits, sur ses sensations, etc. Et il raconte jusqu'à la fin de la deuxième mandat, c'est-à-dire pendant 7 ou 8 ans à la Maison-Blanche, il ne cesse de dire « j'ai pas dormi cette nuit, j'ai fait des cauchemars sur ce qui m'est arrivé à Princeton, quand il était président de l'université. » Donc, avant qu'il arrive au pouvoir, il a des névroses, il a des traumatismes, et il dit d'ailleurs « j'ai peur que ça se reproduise là, dans l'exercice du pouvoir ». Et ça, c'est exactement la répétition d'une situation névrotique, c'est exactement ce qui pouvait intéresser Freud. Et en fait, il reproduit
une affection très forte à l'égard d'un autre homme qu'il rompt dans des douleurs épouvantables, et aussi une sorte de fixation à des figures paternelles avec qui il ne peut accepter de négocier. Et c'est ce qui va se passer, c'est ce qui va provoquer l'échec du traité de Versailles, c'est-à-dire que le leader de la majorité sénatoriale au Sénat, le républicain, pour qui il avait beaucoup de respect, ce respect se tourne en une haine inextinguible et il dit: je ne signerai jamais aucun document avec cet homme. Donc la pathologie d'une personnalité, d'une personne peut entraîner des conséquences politiques, et c'est ce qui s'est produit pour les États-Unis, mais pour le monde entier, avec Wilson donnant l'ordre de ne pas ratifier le traité de Versailles. Je vais faire réagir Patrick Lemoine. Serge Effez, avant cela, un mot quand même. Il y a bien un lien là entre la psychologie, le tempérament, l'état psychique d'un homme et des répercussions politiques concrètes. Ah mais bien évidemment, mais pour prendre un exemple plus récent que Wilson, concernant Trump, vous vous souvenez peut-être qu'à sa première investiture, il y a 25 psychiatres de grand renom de Yale qui se sont réunis pour dresser son tableau psychiatrique et dire qu'il mettait les États-Unis en danger. Et ils ont enfreint ce qui s'appelle la règle Goldwater aux États-Unis, qui est qu'on ne peut pas dresser un diagnostic de quelqu'un qui n'a pas été votre patient et que vous n'avez pas examiné, tellement ils étaient effarés par les dangers que Trump présentait. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ça a choqué la profession sur le plan déontologique. Absolument. Et d'ailleurs, il y a 25 autres psychiatres à ce moment-là qui ont répondu que rien ne permettait de dresser ce diagnostic, que Trump avait une personnalité narcissique, comme on l'a dit, comme beaucoup de dirigeants à l'heure actuelle, rien de plus, et que donc il n'était pas dangereux. Ce que je veux dire par là, c'est que aussi la rationalité, la scientificité des diagnostics, eh bien, elle est aussi relative selon les personnes qui vont vous examiner. Et que, effectivement, la seule façon d'être sûr, c'est soit, comme le fait Patrick Veil, à partir d'archives qui sont suffisamment abondantes pour qu'on puisse effectivement en dresser non seulement un diagnostic, mais aussi une étiologie, c'est-à-dire retisser le fil d'une histoire. Et des comportements. Et d'une histoire et des traumatismes, enfin de tout ce qui a précédé. Mais sinon, en dehors du fait d'examiner quelqu'un, je trouve qu'il est très, très, très dangereux d'établir un diagnostic. Patrick Lemoine, vous souhaitiez réagir ? Oui, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Serge Effez, qui en plus soulève deux questions que je trouve passionnantes. Il a dit, est-ce que le pouvoir rend fou ? Et que je voudrais prolonger par, est-ce qu'il faut être fou pour vouloir le pouvoir ? Parce qu'il faut bien reconnaître que dès leur enfance, si on regarde la biographie de tous ces gouvernants, c'est quand même des gens pas comme nous. C'est des gens qui ont un tel appétit, une telle addiction au pouvoir qu'ils sont très particuliers. Fou, c'est un trop grand nom. En revanche, on sait aussi que le fait d'accéder au pouvoir, et on a des animaux, des modèles animaux pour le démontrer, le fait de devenir un mâle dominant entraîne une inondation de testostérone qui modifie le cerveau et qui va conforter les gens dans leur folie, entre guillemets. Et puis la deuxième question passionnante qu'il a soulevée, et je le remercie, c'est qu'est-ce que c'est que cette étrange alchimie qui fait que la France a été fascinée par Sarkozy? J'ai observé exactement la même chose. Elle a été un certain temps aussi par Emmanuel Macron, et ça me renvoie immédiatement à Adolf Hitler. L'Allemagne, c'est le pays des philosophes. Il faut nous expliciter ce lien, oui. C'est un pays extrêmement raffiné, l'Allemagne, vraiment pour lequel j'ai beaucoup d'admiration. Et tout d'un coup, il y a une espèce de type pas bien intelligent, limite débile, qui a tout loupé dans sa vie, qui était quand même un SDF, qui vivait dans une espèce d'armée du salut, aussi bien à Vienne ensuite qu'à Munich. Et il est allé dans des grandes brasseries, il a fait des discours parce que c'était un génie oratoire, et il a soulevé un peuple entier sur des arguments totalement, puisqu'il a expliqué que les grands blonds aux yeux bleus étaient les maîtres du monde, mais attention, leur chef, c'était un brun, avec une mèche et une moustache. Donc le présupposé de base était complètement délirant, était faux, tout était la faute des Juifs, et l'Allemagne a suivi, pas comme un seul homme, mais presque, il y avait une énorme majorité. Donc effectivement, il y a un moment où ça fait tilt, où un gouvernant, enfin un futur gouvernant, est en complète symbiose avec le peuple, et ça peut amener à des grandes choses, à des choses magnifiques. Je pense par exemple à Giscard qui est très équilibré,
très féministe malgré sa réputation, qui a beaucoup fait pour les Mongols. Il a entraîné, grâce à son charisme, tout son peuple. Hitler, c'était une vraie catastrophe. Hmm. Mao aussi, Pot aussi. Serge Effez. Oui, j'aurais une hypothèse à avancer, cher Patrick Lemoine. C'est la question de la conviction. Parce que qu'est-ce qui caractérise un paranoïaque comme Hitler et comme beaucoup d'autres chefs d'État? C'est qu'ils sont convaincus. Or, nous manquons de conviction. Nous doutons toujours. Nous pouvons penser une chose et son contraire. Nous cherchons à réfléchir. Nous cherchons à mettre les choses en perspective. Or, un Hitler, il est convaincu de la vérité de ce qu'il dit. Et dans les périodes de doute, dans les périodes d'incertitude, dans les périodes de crise, eh bien, je pense que les gens se tournent vers ce type de leader charismatique, parce que leur magnétisme est lié à leur conviction et que la conviction est toujours proche du délire. Ça veut dire qu'on ne peut plus décrypter la réalité telle qu'elle est. On interprète tout ce qui se joue dans la réalité en fonction de ce délire intérieur. Et effectivement, Hitler en est un bel exemple. Patrick Weil, vous écrivez à propos de William Bullitt, je vous cite, de sa riche expérience. Il tira à la conclusion que la personnalité des dirigeants est plus importante que les forces économiques et sociales. Fin de citation. D'abord, est-ce que vous êtes d'accord avec William Bullitt? Est-ce que le risque que porte en elle-même la vision, j'allais dire, psychologique ou psychiatrique des choses, ne dépolitise pas les sujets? Alors, oui, parce que Bullitt, en fait, il en avait tiré la conclusion de tout ce débat très riche que nous avons, que c'était le régime présidentiel qu'il fallait contester et qu'il fallait un régime parlementaire, parce que dans un régime parlementaire, on peut se débarrasser du jour au lendemain d'un dirigeant qui se met à délirer. Voilà, les Anglais l'ont montré récemment en changeant de Premier ministre 4 fois dans la même législature. Bon. Et il avait conclu non seulement de son expérience avec Wilson, mais aussi des 4 mandats de Roosevelt, qui lui n'est pas devenu fou, mais devenu très fatigué à la fin, qu'il fallait en finir avec le régime présidentiel. Et la question se pose, c'est puisque nous avons ce régime présidentiel, qu'est-ce qu'on peut faire pour, je dirais, mieux contrôler la personnalité des dirigeants quand ils se mettent à déraper? Bon. Tout à l'heure, on disait peut-être qu'il faut les soumettre à un test psychiatrique, mais sans aller jusqu'à un test psychiatrique, je dirais, nous-mêmes, quand on est recruté dans une institution, vous-même, quand on est journaliste, etc., ben, il y a des entretiens, il y a des lettres de recommandation, peut-être qu'on pourrait soumettre les dirigeants politiques à je dirais, qu'on pourrait informer les citoyens interroger les anciens salariés, les anciennes personnes qui ont travaillé avec eux, ce qu'on ne fait pas. En fait, ce qui a été dit tout à l'heure, c'est très important, c'est par le verbe qu'il gagne. Et Wilson, d'ailleurs, était le plus grand orateur des présidents. Il avait une capacité oratoire extraordinaire. Donc, le verbe, peut-être, devrait être contrebalancé par d'autres moyens d'évaluation. Il y a un deuxième sujet qui, moi, me paraît très important, c'est qu'à un moment, quand l'homme politique dérape, ben, il en vient à violer la Constitution. Et c'est ce qui est arrivé avec Trump, quand même, le 6 janvier. Ce qui est incroyable avec les États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas les mécanismes qui empêchent un gars qui a essayé de faire un coup d'État de se représenter et d'être élu. Bon, Wilson aussi a eu un moment, 2 fois, il a failli violer la Constitution. Bon, une fois, d'ailleurs, il a été retenu par ses conseillers. Il voulait organiser les réunions de la Société des Nations sans avoir la ratification du Congrès. Une autre fois, il voulait faire démissionner 56 sénateurs. Ça, c'était en fin 1919. Donc, si vous voulez, il y a quand même ce test-là du respect de la Constitution qui pourrait être plus affirmé, plus sécurisé par des réformes, par des amendements à la Constitution. Voilà, c'est des suggestions tout à fait peut-être mineures, mais qui permettraient peut-être de sangler les dirigeants que l'on les vit dans le cadre du système présidentiel, que moi je conteste aussi. Je préférerais qu'on revienne à un régime plus parlementaire.
Serge Eiffel, je vous fais réagir aussi à cette conclusion tirée par William Bullitt de son expérience. Il expliquait donc que la personnalité des dirigeants est plus importante que les forces économiques et sociales. Comme psychiatre, vous abondez? Non, ça me fait bondir, mais évidemment, tout dépend du régime dans lequel on est. Un roi tout-puissant qui tout à coup devient fou et décide de, je sais pas, d'éventrer les trois quarts de sa population, eh ben oui, effectivement, sa folie est beaucoup plus importante que la place qu'il occupe. Et c'est bien ce débat qu'on a autour d'un régime parlementaire ou présidentiel, et surtout présidentiel comme le nôtre, qui, comment dire, amène quasiment à prendre, comme l'a fait Macron, une position dite jupitérienne. C'est vraiment ça qui est à revoir. Et c'est pas la personnalité de tout dirigeant, mais de tout homme politique, elle doit être tenue et contenue dans un groupe. Et c'est ce groupe qui fait la police. C'est à ce groupe auquel il appartient et auquel il se réfère qui devrait avoir la possibilité, effectivement, à tout moment, d'alerter lorsque les choses dérapent et de mettre des garde-fous. Or, c'est quand même extraordinaire de voir qu'il y a des ministres, il y a des parlementaires, Macron n'est quand même pas tout seul au monde, mais que malgré tout, il y a quelque chose dans ce régime qui lui permet de s'appuyer davantage sur ses ressentis que sur une réflexion politique. Je voudrais vous faire entendre la voix du psychanalyste et enseignant Gérard Miller. Il avait sorti en 2013 ce documentaire intitulé DSK voulait-il vraiment l'Élysée? Point d'interrogation. Et il en définit son approche. Je l'ai croisé 2-3 fois dans des émissions de télévision, de radio, et 1 ou 2 fois dans des conditions un peu plus privées. Là, moi, je me souviens d'avoir parlé avec lui lors de l'anniversaire de Jean-François Kahn, 10 minutes, jamais en tête-à-tête, jamais dans un dîner. Donc, c'est pas ce que j'appelle vraiment connaître quelqu'un. Alors, ce film est diffusé le 20 mars, mais qui parle dans ce film? C'est le psychanalyste, c'est l'écrivain, c'est l'observateur, le journaliste, le chroniqueur. Quel regard vous allez-vous porter sur le personnage avant qu'on s'y plonge un peu plus en profondeur? Alors, j'ai certainement pas voulu faire une psychanalyse sauvage, parce que je ne crois pas ça possible, mais j'ai porté un regard freudien. Je suis psychanalyste, je considère que c'est un formidable exemple de ce que Freud appelait les phénomènes de la psychologie collective, qu'en plus, on pouvait dire beaucoup de choses inspirées par la psychanalyse, mais le patient n'était pas là. Et puis en psychanalyse, vous savez, il faut que ce soit l'autre qui vous fasse la demande. Il ne m'a jamais rien demandé. Donc c'est, je dirais, un regard freudien que j'ai porté en tant que psychanalyste et en tant qu'écrivain. Un regard freudien en tant que psychanalyste, Patrick Lemoine, est-ce que ça ne soulève pas quelques problèmes déontologiques dans ce cadre-là? Oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, c'est toujours un vrai problème de parler de gens vivants qui ne vous ont rien demandé. Et cet amendement américain est, à mon avis, tout à fait légitime. Pour rebondir à ce qui vient d'être dit sur un régime parlementaire qui pourrait empêcher les présidents de déraper, ce serait bien, sauf qu'on a bien vu aux États-Unis, quand ils ont fait cette procédure d'impeachment, eh bien, ça n'a pas marché parce qu'ils ont jugé sur des critères politiques. Il y avait tant de républicains, tant de démocrates, il y avait plus de républicains qui ont voté, et c'est pareil avec la Cour suprême. Je pense que les juridictions françaises ne sont pas politisées, que ce soit le Conseil d'État, que ce soit la Cour de cassation, que ce soit le Conseil constitutionnel, c'est pas des gens politisés qui jugent en droit. En revanche, si on demandait aux députés de voter pour ou contre une destitution d'un président pour cause psychologique ou psychiatrique, ce seraient des votes, malheureusement, je pense, politiques et non pas psychologiques et encore moins déontologiques. Donc je serais un petit peu plus dubitatif. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en situation de crise, ceux qui marchent, c'est ceux qui ont un discours manichéen. Tout est blanc, tout est noir. On a vu l'axe du mal aux États-Unis, l'axe du bien. Eh bien, actuellement, c'est ceux qui sont dans la conviction, et là je rejoins tout à fait Serge Eiffel, ceux qui sont dans la conviction, c'est blanc ou c'est noir, qui ne doutent pas, donc qui ont une tendance paranoïaque, c'est eux qui ont tous les suffrages, alors que des gens qui sont dans le doute, dans la négociation, je pense à Michel Barnier, ben, ils font pas long feu parce qu'ils n'ont pas un discours de conviction totale, j'ai raison, vous avez tort, comme on le voit souvent. Et c'est un vrai problème d'être comme ça confronté. Et j'ai extrêmement peur, moi, des hommes providentiels qui sont des gens de conviction. Alors parfois ça marche. De Gaulle a plutôt pas mal marché. Mais globalement, si on pense à Napoléon, ça a été une vraie catastrophe pour la France et pour le monde. Patrick Donc, Vell. la conviction est dangereuse. Patrick Vell, vous souhaitiez réagir? Oui, si vous voulez, il y a des situations où le président de la République, même dans un régime où il a beaucoup de puissance, n'est pas le seul. Par exemple, quand on doit adopter un budget, ben, oui, on le voit bien, il faut faire travailler beaucoup de forces.
Mais quand Wilson se retrouve avec Clemenceau et Lloyd George à redessiner la carte de l'Europe et du monde et des empires, etc., il est tout seul. Il n'a même pas voulu avoir un conseiller américain auprès de lui, contrairement à Clemenceau et Lloyd George qui avaient quelqu'un à côté d'eux. Bon, et là, il prend des décisions tout seul, qui peut avoir un effet sur l'avenir du monde. Et c'est ce qui s'est passé en 1919-1920. Dans toutes les situations, le dirigeant n'est pas toujours seul, mais il se trouve que dans les affaires internationales, et c'est ce qui intéressait Freud, où le chef de l'État est seul, c'est là où sa personnalité peut se délivrer de toutes les contraintes de la vie politique domestique et se déployer de façon remarquable, comme ça a été le cas de Roosevelt ou Churchill, qui nous ont quand même sauvés en 40-45, ou bien de façon catastrophique, comme Wilson et encore beaucoup plus gravement Hitler, qui a été mentionné par Patrick Lemoine. Serge Effez. Oui, pour revenir à ce que disait Miller tout à l'heure par rapport à Dominique Strauss-Kahn. À Dominique Strauss-Kahn. Moi-même, je me souviens d'avoir fait une tribune dans Le Monde au moment de l'affaire Strauss-Kahn, où j'avais comparé ce qui s'était passé avec le coup de boule de Zidane. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a différentes façons de parler et de décrypter les événements politiques. Il y a une approche pseudo-psychanalytique ou psychologisante qui serait qu'on dit on va comprendre, et les médias sont très avides de ça. C'est-à-dire, il a adoré sa grand-mère, son père et sa mère se sont séparés, ça a été un grave traumatisme quand il avait 5 ans, et tout ça nous explique pourquoi aujourd'hui il a envie d'épouser une femme qui avait 20 ans de plus que lui. Comme des facteurs explicatifs majeurs. Tout ça, c'est de la psychologisation douteuse qui n'a strictement aucun intérêt, parce que retisser une histoire, réinterpréter une histoire avec quelqu'un, c'est un travail qui se fait avec la personne, dans un cadre transférentiel et pas ailleurs. Par contre, on peut décrypter des événements. L'événement Strauss-Kahn a été tellement sidérant pour la planète entière que, sans parler de lui et sans parler de son histoire, on peut essayer de décrypter qu'est-ce qui fait qu'il peut y avoir de tels passages à l'acte. Mais avec quels outils à alors? de tels moments. Parce que c'est la clinique. Qu'est-ce que c'est qu'un passage à l'acte? Comment ça peut s'expliquer en fonction de ne pas vouloir tout à fait arriver là où tous les chemins vous montrent que vous allez arriver. C'est ce qu'on appelle un acte manqué, etc. Donc tout ça, c'est des hypothèses. On ne dit pas Strauss-Kahn ou Zidane, en donnant son coup de boule, il est dans un processus autodestructeur. On explique qu'est-ce que c'est que tel et tel processus, parce que je pense que les gens ont besoin de comprendre la complexité des processus psychiques, justement, et que tout ne va pas de soi, et que l'ambivalence, les contradictions, l'autodestruction, ça fait partie de la nature humaine. Patrick Lemoine. Oui, on peut aussi avoir un autre point de vue sur DSK, qui est celui de l'addiction. Vous savez qu'il n'y a pas que des toxicomanies aux drogues chimiques, mais aussi d'autres addictions au jeu, au pouvoir et au sexe. Avant d'aller au FMI, Nicolas Sarkozy avait dit à DSK, attention, là-bas, ils plaisantent pas avec ce genre de choses, sois très prudent. Ça l'a pas empêché, quelques mois plus tard, de sauter sur une collègue suédoise. Heureusement pour lui, l'affaire a été étouffée. Et là, je pense que en bon toxico, si c'est le cas, je suis obligé d'être prudent. En bon toxico, il est passé à l'acte. Et je suis même pas sûr que ce soit une conduite d'échec, comme le suggère Gérard Miller, mais c'est juste qu'il a cédé à sa drogue, comme une boulimique vomisseuse pourra pas s'empêcher de sauter sur tout ce qui est mangeable et de le vomir dans la suite. Donc l'addiction est très forte aussi. Et tous les hommes politiques sont addicts, au moins au pouvoir. Patrick Weil, comme historien, du point de vue de l'historien, est-ce que ces outils-là, ceux décrits à l'instant par Serge Effez, les outils cliniques, vous paraissent, vous, pertinents pour comprendre l'histoire et les grands événements en quelques mots? Alors écoutez, il y a eu une période dans l'histoire de la discipline aux États-Unis, en janvier 58, le président de l'Association américaine des historiens, William Langer, fait sa grande communication au Congrès de clôture, et il dit, ça s'appelle The Next Assignment, et il dit, il faut intégrer la psychanalyse dans le travail des historiens. Et puis, depuis, il y a une sorte de recul avec évidemment la force de la socio-histoire, de l'histoire sociale, de l'histoire culturelle, de l'école des annales, etc. Je crois que l'élection puis la réélection de Donald Trump ramène un peu
le sujet de la personnalité des dirigeants, et puisqu'ils ont quand même un impact sur la vie des gens et sur l'avenir de leur pays et du monde, comme un objet que les historiens dont les historiens doivent se ressaisir. En tout cas, moi, j'espère que mon livre va aider à cela, parce que c'est quand même un ouvrage dont on peut maintenant dire qu'il est de Freud, que Freud y a travaillé, y a participé, et que donc, voilà, les psychanalystes qui ensuite, quand même, sont dans son héritage, dans sa tradition, peuvent se saisir de ce travail pour aller plus loin. Merci beaucoup à tous les trois de cette discussion, de ce débat, même Patrick Lemoine, Serge Effez, Patrick Weil, à propos de la santé mentale de nos dirigeants, pour mieux ou moins bien comprendre leurs décisions.